Je m'appelle Monique Dubois, j'ai 80 ans et j'ai passé la majeure partie de ma vie les mains dans la terre, à façonner des bols, des pots, des statuettes et parfois des souvenirs que d'autres allaient chérir. J'ai élevé 3 enfants seule après la mort de mon mari René. Et aujourd'hui, c'est moi qu'on a oublié. Ce n'est pas une manière de parler, c'est littéral. Le jour de mes 80 ans, je m'étais levée tôt. J'avais mis une nappe blanche avec des broderies de ma jeunesse, préparé un poulet rôti bien doré avec du thym et du citron, des pommes de terre nouvelles au four, une sauce au vin rouge que Julien, mon fils aîné, adorait autrefois. J'avais même ressorti mes verres en cristal et dressé la table avec soin. 8 couvertes, 8 chaises autour de la grande table en bois de mérisier, celle que René avait poncée lui-même quand les enfants étaient petits. Je m'étais dit, 80 ans, c'est une étape, ils viendront, même s'ils sont occupés. Ils viendront vers 10 heures. Mon téléphone a vibré. Une notification, un message de groupe. Camille avait écrit « Désolée, mamie. On est tous un peu débordés ce week-end, mais on pense à toi. » Suivi d'un torrent d'emojis, des ballons, un gâteau, un petit vieux avec une canne. Et puis plus rien. Pas un appel, pas une voix. Juste ce message froid et impersonnel, où même l'emoji semblait plus sincère que les mots. Je suis restée debout un moment, les mains sur le dossier d'une chaise vide, le cœur engourdi. Je crois que je n'ai même pas pleuré. Pas tout de suite. J'ai simplement regardé ces 8 chaises alignées, l'une après l'autre, comme une rangée de témoins muets de ma naïveté. Le poulet refroidissait lentement. Les pommes de terre perdaient leur croustillant. Tout ce que j'avais préparé avec amour n'était plus qu'un repas sans convive. Je me suis assise, seule, et j'ai mangé un peu, à petites bouchées. Pas parce que j'avais faim, mais parce que j'avais besoin de faire quelque chose. Le silence dans la maison était assourdissant. J'ai pensé à René, à ce qu'il aurait dit. Peut-être qu'il aurait ri tristement, en secouant la tête. Peut-être qu'il aurait haussé les épaules en disant « Tu vois, Monique, il ne faut jamais attendre d'eux ce qu'ils ne peuvent pas donner. » Ce jour-là, quelque chose en moi s'est effondré doucement. Pas dans un fracas, non, plutôt comme une digue vieille et fatiguée qui cède en silence. Après des années de pression, j'ai compris que je n'étais plus cette figure autour de laquelle on se rassemble. Je n'étais plus qu'une grand-mère lointaine qu'on honore par politesse. Quand on y pense, et parfois, même ça, on oubliait. Mais au milieu de ce vide, une pensée s'est formée, nette, tranchante. Si je ne suis plus une priorité pour eux, alors pourquoi devrais-je continuer à être leur soutien silencieux? Pourquoi devrais-je financer leurs études, leurs assurances, leurs petits luxes, tout en m'effaçant chaque année un peu plus? J'avais donné sans compter, sans poser de conditions. Et le résultat, c'était ça. Une table dressée pour 8 et aucun invité. Alors j'ai décidé. J'allais poser des limites, j'allais reprendre le contrôle. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de survie. Il s'agissait de dignité. Héloïse, la fille de Julien, était la seule qui m'a envoyé un message séparé. Un petit mot simple, joyeux anniversaire. Mamie, je t'aime. Elle n'a pas pu venir ce jour-là. Mais quelques jours plus tard, elle est passée, avec un sourire timide, une écharpe autour du cou et un petit bouquet de lavande qu'elle avait cueilli elle-même. C'est elle qui m'a ramenée à la vie, et c'est pour elle que je vais faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Arrêter de nourrir l'indifférence et commencer à nourrir ce qui en vaut la peine. Ce jour-là, j'ai commencé à écrire cette histoire, non pas pour pleurer sur mon sort, mais pour que d'autres femmes, comme moi, sachent qu'il n'est jamais trop tard pour choisir de s'aimer soi-même. Je ne sais plus à quel moment mes mains sont devenues aussi rêches. Peut-être que c'est arrivé sans que je m'en rende compte, à force de plonger mes doigts dans la terre humide,
de malaxeur l'argile, de modellet, lisse, cuir, émaillé. Pendant des décennies, la céramique a été à la fois mon gagne-pain et ma respiration. Dans mon petit atelier à Saint-Malo, j'ai façonné des bols, des assiettes, des vases, parfois même des figurines pour les marchés de Noël. J'y mettais mon cœur, parce qu'il le fallait. Parce que 3 enfants à élever seuls, ça ne laisse pas la place à la demi-mesure. René est mort jeune. Une crise cardiaque, sodaine, brutale, un matin de janvier. Et tout m'est tombé sur les épaules, les enfants, les factures, la maison trop grande et trop froide l'hiver. Alors j'ai retroussé mes manches. J'ai travaillé sans relâche. Je me levais à 5 heures, parfois plus tôt quand les fours de cuisson réclamaient une surveillance précise. Mes mains se sont fendillées, mes coudets usés par la table de façonnage. Mais je tenais bon pour que Julien, Paul était Marine Manger, étudier, avoir une vie meilleure. Puis les années ont passé. Les enfants ont grandi, ils se sont mariés, ont eu leurs propres enfants et j'ai continué. Je n'ai jamais cessé de donner, sans poser de questions, sans attendre grand-chose. Qu'un Théo, le fils de Paul, s'est installé à Lyon pour ses études. J'ai payé ses premiers loyers quand Victor a eu un accident de scooter et que sa mutuelle ne couvrait pas tout. J'ai complété les frais médicaux. Camille, la fille de Marine, voulait s'inscrire dans une salle de sport chic. C'est moi qui ai réglé l'abonnement annuel. Je pourrais dresser une liste exhaustive, mais ce serait presque indécent. Un coup moulé. En y pensant froidement, j'ai versé près de 50 000 € sur les 15 dernières années. Parfois en virement mensuel pour un abonnement téléphonique. Parfois en espèces glissées discrètement dans une enveloppe. Ou encore en chèque cadeau pour ne pas faire trop grand-mère. Sans compter les repas du dimanche. Les courses faites à l'avance quand je savais qu'ils arrivaient. Les gâteaux d'anniversaire faits maison pour chaque enfant. Chaque petit enfant. J'ai tricoté des écharpes. Réparé des boutons. Gardé les enfants quand les parents travaillaient tard. Je me suis rendue disponible. Tout le temps. En toutes circonstances. Mais ce que j'ai reçu en retour, c'est si peu. Des textos génériques à Noël. Des cartes signées à la hâte. Parfois même avec mon prénom écrit en abrégé. Un mug. Meilleure mamie à une fête des grands-mères. Posé sans un regard. Des remerciements polis. Mécaniques, sans chaleur véritable. Et surtout, ces silences. Ce silence constant. Profonde, gênait, comme si ma présence devenait pesante, comme si ma générosité n'avait plus rien d'exceptionnel, mais relevait désormais d'un dû. Je me suis souvent dit que c'était la société qui changeait, qu'on ne remerciait plus comme avant, que les jeunes étaient plus directs, moins démonstratifs. Mais non, ce n'est pas ça, le manque de reconnaissance. Je le sentais dans leurs gestes, dans leurs absences, dans leur manière de ne pas me voir. Ils acceptaient l'aide, mais évitaient le gars. Comme si j'étais devenue transparente, une silhouette en arrière-plan, bonne à remplir les vides, mais jamais à occuper le centre. Je me souviens d'un après-midi de septembre. Il y a 3 ans, j'avais organisé un goûter pour l'anniversaire de Victor. Il avait 17 ans. J'avais préparé une tarte aux pommes, mis des serviettes colorées, accroché quelques guirlandes que j'avais retrouvées dans une vieille boîte. Quand ils sont arrivés, personne n'a vraiment remarqué. Camille était sur son téléphone. Paul parlait de sa réunion du matin. Et Victor, en soufflant ses bougies, n'a même pas levé les yeux vers moi. Personne n'a pris de photos. Personne n'a dit merci. Je suis rentrée ce soir-là, avec une boule dans la gorge. Et ce fut loin d'être la seule fois. L'amour silencieux que j'avais semé
semblait n'avoir germé nulle part. Et pourtant, je continuais à arroser, à nourrir, à donner. Aujourd'hui, avec le recul, je comprends que j'ai permis ça, que j'ai moi-même bâti cette relation à sens unique. J'ai voulu être indispensable. Je suis devenue invisible. J'ai voulu protéger. J'ai été exploitée. Et le pire, c'est que personne ne s'en est rendu compte. Parce qu'ils se sont habitués. Parce que je n'ai jamais dit non. Parce que l'amour, chez moi, était une rivière sans digue. Mais cette rivière, elle a débordé. Le jour de mes 80 ans, quand 8 chaises sont restées vides, j'ai vu mon reflet dans l'eau stagnante. Et j'ai compris que si je ne posais pas de limites, je finirais engloutie. Le message est arrivé à 10h12, le jour même de mon 80e anniversaire. Une notification, puis une autre encore. Un message groupé, envoyé par Camille, au nom de tous. Semblait-il, je me souviens l'avoir lu 2 fois, espérant y déceler quelque chose de plus humain. Un soupçon de chaleur entre les lignes sèches. Mais non, désolée mamie, on ne pourra pas venir aujourd'hui. Trop de choses prévues. On pensera à vous. Bon anniversaire. Rien d'autre. Pas un mot de Victor. Rien de Théo. Pas même un appel en aparté. Juste un message impersonnel, écrit à la hâte, avec ce pauvre ballon rouge flottant comme une blague amère. Je suis restée là, le téléphone à la main, figé devant la table que j'avais dressée avec tant de soin. 8 assiettes, 8 verres, le poulet rôti encore tiède, les pommes de terre dorées au romarin, la salade de betteraves rouget, avec ce filet de vinaigre que Victor aimait tant. Même le vin avait été choisi avec eux en tête. Un Saint-Nicolas de Bourgueil de la cave de René. Et au centre, les bougies, 8 petites flammes qui n'attendaient que des visages familiers. Mais les chaises sont restées vides. Je me suis assise seule, lentement, comme pour ne pas déranger le silence devenu soudain écrasant. J'ai coupé une tranche de poulet, versé un peu de vin, mais le goût avait disparu. Je regardais les assiettes intactes, les couverts brillants qui ne serviraient à rien. Une larme est tombée dans ma purée. Je ne me suis pas excusée d'avoir pleuré. Pas cette fois. C'était mon anniversaire. Après tout, le premier où je me suis sentie morte pour eux. Je suis restée là un moment, à repasser dans ma tête les souvenirs. Les fêtes passées, les rires d'enfants, les bougies soufflées à la hâte. Et cette phrase a surgi, venue d'on ne sait où, tout ce que j'ai donné. Pour ça, c'était plus qu'un chagrin, c'était une prise de conscience, une clarté glaciale. Ils ne viendraient plus, pas vraiment, pas tant que je continuerai à rendre leur vie plus facile, sans leur demander de voir la mienne. Le lendemain matin, je me suis levée tôt. Le soleil perçait à peine à travers les volets, mais j'avais déjà enfilé mon manteau et pris mes papiers. Direction la banque. Je connaissais bien l'agence. J'y allais depuis 20 ans, mais ce jour-là, je suis entrée avec un pas différent, plus ferme, moins hésitant. Elisabeth, la conseillère, m'a accueillie avec ce sourire professionnel qu'elle réserve à toutes les retraitées, jusqu'à ce qu'elle croise mon regard. Je lui ai dit que je voulais mettre fin à plusieurs virements automatiques. Elle a hoché la tête, a sorti mon dossier. Et là, je les ai listés, une à un. Les 500 € mensuels pour l'appartement de Théo, les 180 € pour l'assurance auto de Victor, les 95 € pour le club de gym de Camille, les participations aux fournitures scolaires, les virements ponctuels pour les urgences. Tout, absolument tout. Elisabeth m'a regardée, un peu surprise. « Vous êtes sûre ?» Madame Dubois, j'ai répondu sans détour, je suis certaine. Et alors, nous avons commencé, ligne par ligne, formulaire après formulaire. Elle tapait, je signais, elle imprimait, je relisais. À chaque signature,
Je sentais comme un nœud se desserrer dans ma poitrine, comme si je coupais enfin les liens invisibles qui m'enserreillaient depuis trop longtemps, des liens faits d'habitude, de culpabilité, d'espoir aveugle. À la fin, Elisabeth m'a demandé si je voulais un relevé mis à jour. J'ai dit oui. Je l'ai glissé dans mon sac comme un talisman, une preuve que je reprenais possession de ma propre vie. En sortant de la banque, l'air m'a semblé plus frais, plus tranchant, presque neuf. Il y avait un léger vent du large, celui qui sent le sol et les galets mouillés. Je suis rentrée à pied, lentement, en m'arrêtant au marché pour acheter des fleurs. Pas pour eux. Pour moi, des Frisias violets, mes préférés. Ce soir-là, j'ai mangé les restes du festin de la veille, sans tristesse cette fois. Il ne s'agissait plus d'un repas gâché. C'était un acte de réappropriation. J'ai allumé une seule bougie et j'ai porté un toast silencieux à celle que j'étais redevenue. Monique Dubois, femme libre, femme debout, celle qui n'attendra plus d'être choisie, mais qui se choisira elle-même. Je n'attendais plus personne. J'avais rangé les assiettes, recouvert le poulet, mis les restes de tarte aux pommes au frigo. Le silence dans la maison me collait à la peau comme une seconde couche de solitude. Puis, vers 16h, la sonnette a retenti. J'ai ouvert, sans trop y croire. C'était Héloïse. Elle avait les yeux brillants, une petite boîte à la main, et cette façon si rare de me regarder, comme si j'existais encore. Elle s'est jetée dans mes bras avant même que je puisse dire un mot. Je suis désolée, mamie. Camille a écrit le message pour nous tous. Mais moi, je voulais venir. On s'est assise dans la véranda, là où la lumière de l'après-midi caresse les rideaux de dentelle. Elle a sorti de son sac une photo imprimée sur papier, un peu jaunie, René et moi. Il y a 30 ans, devant l'atelier. Elle me l'a tendue sans un mot, oui. Juste un regard. J'ai senti mon cœur se fissurer doucement. Pas de douleur, mais comme une fenêtre qui s'ouvre sur un souvenir qu'on croyait perdu. Tu te souviens quand tu me racontais comment vous faisiez les assiettes avec papa? J'ai hoché la tête, incapable de parler. Elle a continué, en grignotant un morceau de poulet froid. Moi, je me souviens des goûters dans ta cuisine, des bougies qui sentaient la lavande, et des histoires que tu inventais avec des petits animaux en argile. Cet enfant, que j'avais presque renoncé à croire encore proche, était là, entière, sincère. Nous avons partagé les restes du repas, parlé de ses études, de ses lectures. Elle adore Romain Gary et de ses rêves, loin des réunions familiales trop bruyantes et trop vides. À un moment, elle a pris ma main, ridée et tachetée, l'a serrée dans la sienne et a simplement dit « Moi, je t'ai jamais oublié ». Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris que l'amour, le vrai, ne se mesure pas au nombre de messages, ni aux photos de groupe envoyées par habitude. Il se reconnaît dans une visite imprévue, une photo ramenée sans raison, une main posée sans attendre. J'avais peut-être été oubliée par cette chaise autour de cette table, mais celle qui restait face à moi valait plus que toutes les autres réunies. Ce soir-là, quand Héloïse est partie, elle a embrassé mes 2 joues, m'a promis de revenir vite et a murmuré en descendant l'escalier. « Mamie, n'arrête jamais de faire de la poterie. C'est ça qui te rend unique. » J'ai refermé la porte, le cœur apaisé, les yeux humides. J'avais été vue, vraiment vue, et parfois, une seule présence suffit à rallumer toute une vie. Quelques jours après la visite d'Héloïse, le silence a été rompu. Mais pas comme je l'aurais espéré. Les appels ont commencé à pleuvoir. « Théo, d'abord. » Une voix un peu gênée, un peu sèche. « Mamie, on a vu que les virements ont été annulés. C'est une erreur. » Je lui ai répondu calmement que non. Ce n'était pas une erreur. C'était une décision.
Il a bafouillé quelque chose comme « C'est un peu brutal. Tu aurais pu en parler, mais en 20 minutes de conversation. » Pas une seule fois, il n'a dit qu'il était désolé de m'avoir oublié ce jour-là. Pas un mot sur mon anniversaire. Puis Victor, Louis, toujours plus direct. Il m'a dit que c'était vraiment injuste. Que ça ne se fait pas de couper les aides sans prévenir. Qu'il avait compté sur moi pour sa prochaine assurance voiture. Il a terminé par une phrase qui m'a glacé le sang. On pensait que t'étais au-dessus de ces jeux de pouvoir. Jeux de pouvoir. Alors c'est ainsi qu'on nommait désormais ma tentative de poser une limite. Un jeu. Je n'ai même pas répondu. J'ai simplement raccroché. Et puis Camille, la plus habile. Elle n'a pas appelé. Elle a envoyé une photo. Une image prise dans un restaurant chic de Saint-Malo. Toute la bande était là, autour d'une grande table. Souriante, flûte de champagne à la main. La légende, écrite avec désinvolture, on s'est quand même retrouvés. C'était sympa. Cette photo m'a coupé le souffle. Non pas par jalousie, mais par la cruauté insouciante de son geste. Ils avaient eu le temps, ils avaient eu l'envie. Ils avaient juste décidé de ne pas me l'offrir. Je n'ai pas pleuré. Plus maintenant, j'ai pris mon manteau, mes papiers, et je suis allée voir Maître Luc, un notaire que m'avait recommandé Céline. Dans un petit bureau tapissé de dossiers, je lui ai expliqué que je voulais créer un fonds de fiducie. Pas pour moi, pour Héloïse. Je lui ai dit clairement. Je veux que cet argent serve à ses études, à son logement, à ses projets. Je veux que personne d'autre, ni son père, ni ses oncles, ni sa tante ne puisse y toucher. Ni maintenant, ni jamais, nous avons rédigé ensemble les clauses. 3 tranches libérées, à des âges clés, sous surveillance bancaire, avec obligation de présentation de projet, pour débloquer chaque somme. Ce n'était pas un geste de vengeance. C'était une façon de transformer ma douleur en un acte structuré, concrète, durable. Une façon de dire « Je te vois, je te choisis », toi qui n'as pas tourné le dos. Victor. En apprenant cela, je ne sais pas comment t'as laissé un message vocal furieux. C'est de la manipulation. Héloïse t'a monté la tête. T'es influençable. On pourrait contester ça en justice. J'ai écouté le message en entier, puis je l'ai effacé. Et j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais osé faire avant. J'ai bloqué son numéro, pas pour le punir, pour me protéger. Personne n'a jamais déposé plainte. Bien sûr, ce ne sont que des menaces vides, jetées dans le vent pour me faire peur, pour que je revienne à ma place, la place de la grand-mère généreuse, docile, invisible. Mais je n'y retournerai pas, plus jamais. J'ai passé plusieurs nuits sans bien dormir, le regard fixé sur le plafond, le cœur battant de souvenirs et de silence. Puis un matin, sans prévenir, j'ai sorti mon vieux coffret en bois de hêtre, celui qui contient encore du papier à lettres à l'ancienne et mon stylo à plume préféré. J'ai écrit une lettre pour chacun de mes petits-enfants. Théo, Victor, Camille. Pas pour les blâmer, ni pour quémander une quelconque réconciliation. Je n'ai pas écrit pour être honnête. J'ai écrit pour dire ce que leur silence m'avait fait. Pas de cris, pas de reproches. Juste la vérité nue d'une femme de 80 ans qui a tout donné et qui, ce jour-là, s'est sentie effacée comme une tache sur une nappe blanche. J'ai parlé de cette table dressée pour lui. De ce poulet rôti que personne n'a goûté. De ce silence dans la maison qui m'a fait plus mal que n'importe quel mot cruel. Je leur ai écrit que l'indifférence est une forme de violence et que leur absence avait laissé une trace, pas une cicatrice visible, mais une faille à l'intérieur, là où une grand-mère garde normalement les souvenirs doux. Je n'ai pas demandé qu'ils me pardonnent. Et surtout, je n'ai pas dit que moi, je pardonnais. Ce n'était pas encore le temps pour ça.
Mais je leur ai offert, dans chaque lettre, une chose que je pensais avoir perdue. Ma voix. Camille a été la seule à répondre. Elle est venue sonner un dimanche matin, un bouquet de pivoines à la main. Elle s'est excusée. Pour le message de groupe, pour la photo envoyée, pour le ton sec de ses appels. Elle a dit qu'elle ne savait pas, qu'elle ne s'était pas rendue compte. J'ai écouté. Je n'ai pas fermé la porte, mais je n'ai pas non plus ouvert mes bras. J'ai répondu doucement que les mots étaient une chose, les actes en étaient une autre. Qu'elle pardonne, chez moi, prenait du temps, qu'il ne pouvait pas être forcé, ni acheté par des fleurs ou des phrases bien tournées. Elle a hoché la tête, les yeux brillants, puis elle est repartie, et j'ai fermé la porte sans trembler. Les jours ont repris leur rythme, mais ce n'était plus le même tempo. J'ai rejoint un atelier de céramique à Saint-Servant. Ça sentait la terre humide et le silence concentré des mains qui façonnent. J'y ai retrouvé des gestes que j'avais mis de côté trop longtemps. Le contact du grès entre mes doigts m'a ramené au début. Quand René et moi avions monté notre premier four derrière la maison, j'ai planté des chrysanthèmes dans le jardin, comme ceux que nous aimions tant. J'ai même retrouvé un vieux tablier que j'ai recousu une couture après l'autre. Comme on rafistole une part de soie. J'ai aussi intégré un petit groupe de jardinage partagé. Le mardi matin, nous parlons plantes, saisons, racines. Personne ne me demande à qui je donne de l'argent. Personne ne me juge parce que je vis seule. On échange des conseils sur les capucines, sur l'engrais naturel, sur la meilleure façon de tailler les rosiers. Et c'est suffisant, c'est doux. Ce que j'ai compris ces dernières semaines, c'est que j'avais passé trop de temps à attendre d'être aimée par ceux qui ne savaient pas comment. J'ai cru que si je donnais assez, si je cuisinais assez, si je payais assez ça, je finirais par être vue, par être entendue. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à nous aimer juste parce qu'on est utile. Alors j'ai arrêté d'attendre. J'ai arrêté de tendre la main vers des cœurs fermés. Et à la place, j'ai commencé à tendre l'oreille vers la mienne, ma propre voix intérieure. Cette voix que j'avais laissée s'éteindre au fil des années, à force de tout taire pour préserver la paix. Maintenant, je choisis mes silences, non plus comme une soumission, mais comme un acte de souveraineté. Je ne cours plus après personne. Je ne me justifie plus. Je vis, et c'est déjà immense. Depuis quelques semaines, chaque dimanche est devenu une promesse tenue. Vers 10 heures, j'entends le grincement familier du portail, le bruit léger d'un vélo qu'on pose contre le mur du jardin, puis la voix d'Héloïse qui appelle en riant. « Mamie, j'ai apporté des madeleines et un poème. » Je l'attends toujours avec un mélange d'impatience discrète et de tendresse contenue. Elle entre avec son énergie douce, son sac débordant de livres, de carnets, et parfois d'une photo imprimée en noir et blanc qu'elle a retrouvée dans un vieux tiroir. C'est elle, mon point d'ancrage, mon rappel que tout ce que j'ai semé n'a pas été perdu. Elle m'écoute avec une attention rare chez les jeunes. Elle me pose des questions sur mes souvenirs, sur les objets, sur René et moi quand nous avions son âge. Elle ne cherche pas à fuir mon âge, ni à moderniser mes récits. Elle le accueille. Et moi, je m'ouvre à elle comme je n'ai plus su le faire depuis longtemps. Une après-midi, elle m'a demandé si je pouvais lui apprendre la poterie. Elle voulait comprendre comment la terre réagit sous les doigts. Comment on sent que l'argile est prête à tourner. Comment on reconnaît le moment où la pièce dit « ça suffit, laisse-moi respirer ». Nous avons ressorti mon vieux tour, couvert de poussière mais toujours fiable. Je l'ai regardé poser ses mains tremblantes sur la boule d'argile, hésitante, puis de plus en plus assurée. Je lui ai dit « ne cherche pas à contrôler, écoute-la, l'argile parle. Il faut juste apprendre sa langue. » Petit à petit, nous avons créé notre propre langage du silence.
celui des gestes partagés, des regards complices, des éclats de rire quand tout s'effondre sur le tour. Elle n'a pas de talent particulier, mais une vraie patience et surtout une sincérité bouleversante. Je me suis vue en elle, à 20 ans, dans ce même atelier, les mains pleines de rêves et de boue, un dimanche, alors que le soleil filtrait doucement par la véranda. Je lui ai tendu un objet enveloppé dans un tissu ancien. Elle l'a déballé avec précaution. C'était le vieux fauteuil en rotin de René, celui dans lequel il lisait le télégramme tous les matins, une tasse de café à la main, les pieds nus sur le parquet encore froid. Elle a levé les yeux vers moi, étonnée. J'ai simplement dit « Il est à toi, pas pour t'y asseoir, mais pour te souvenir. Des Louis, de nous, de ce que tu représentes. » Elle a posé une main sur le dossier du fauteuil et a murmuré « Merci ». Le soir, quand elle est partie, j'ai ouvert mon carnet. Prochain, celui où je note les choses qui comptent pas les listes de courses, mais les pensées qui me tiennent debout. J'y ai écrit « Je ne vis pas dans l'attente du pardon des autres. Je vis pour me pardonner. À moi, pardonner d'avoir trop donné sans demander, d'avoir cru qu'aimer suffisait à être aimé en retour. Pardonner mon silence, mon endurance, mes compromis, mais aussi me remercier de ne pas m'être éteinte, de ne pas avoir fermé la porte quand la seule main sincère a frappé. Grâce à Héloïse, j'ai retrouvé une forme de lumière, pas l'illusion que tout s'arrange ou que le passé peut être effacé. Non, mais la certitude qu'une seule personne, une seule présence, peut suffire à redonner du sens. Elle ne remplit pas tous les vides, mais elle rend supportable le fait qu'ils existent. Et chaque dimanche, quand elle repart, je me surprends à sourire. Pas à cause de ce qu'elle dit, mais à cause de ce que je ressens. Je ne suis plus invisible. Et tant qu'il y aura une Héloïse quelque part, à bicyclette, avec un sac rempli de madeleines et de poésie, je saurai que mon histoire, elle, n'est pas terminée. Ce matin-là, un léger parfum de camomille et d'herbes mouillées flottait dans l'air. Le printemps s'était installé à Biarritz sans tambour ni trompette, comme un vieil ami qui sait ouvrir la porte, sans déranger. Je me suis levée tôt. J'ai préparé mon infusion de mauve et déposé un plateau de sablé à la lavande sur la table de la véranda. Le chat dormait encore roulé en boule sur le coussin bleu, insensible à la lumière dorée qui filtrait par les vitres. Tout était calme, suspendu, et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas mal au cœur en pensant à ceux qui ne viendraient plus. Je me suis assise avec mon carnet à couverture rigide, celui où j'écris, non pas pour me plaindre, mais pour ne pas oublier. Mon histoire n'a rien d'extraordinaire. Une femme simple qui a élevé 3 enfants, tenu un atelier de céramique, essuyé des silences, survécu à l'indifférence. Une femme comme tant d'autres, qui a cru que donner suffisait à être aimée. Mais ce que j'ai appris, tard dans la vie, c'est que la bonté ne doit pas être une route à sens unique, et qu'à force d'être trop douce, on devient invisible. Je repense souvent à cette table, dressée pour 8, un jour de mars, pour mes 80 ans. Je l'avais préparée avec soin. Le poulet rôti aux herbes, la sauce aux champignons, les pommes de terre rôties comme les aimait Théo. Et les chaises, toutes ces chaises restées vides, comme des témoins muets d'un lien qui s'est défait sans éclat. À l'époque, cela m'avait brisé. Aujourd'hui, je regardais ces souvenirs sans colère. Ils ne me définissent plus. Ce ne sont plus des blessures, mais des traces. Et j'ai appris à marcher avec. La vie, voyez-vous, n'offre pas toujours les reconnaissances qu'on attend. Et parfois, les excuses ne viennent jamais. Mais entre la douleur d'avoir été ignorée et la dignité de ne plus dépendre du regard des autres, j'ai choisi, j'ai réappris à vivre pour moi, à retrouver ma voix. Non pas dans les cris, mais dans les choix.
Cessez de subventionner ceux qui ne daignent même pas envoyer une carte. Créez un fonds pour Héloïse, la seule à m'avoir regardé dans les yeux en me disant « Tu comptes encore ». Je pense à toutes les femmes de mon âge qui m'écoutent peut-être en ce moment. Celles qui ont donné sans compter, sans jamais poser de conditions. Celles qui se sont retrouvées d'un jour assises seules dans un salon trop grand, se demandant où elles avaient failli. Si vous vous reconnaissez, sachez que vous n'êtes pas seule. Et surtout, il n'est jamais trop tard pour choisir une autre fin. Le jardin commence à fleurir. Les marguerites que j'ai plantées avec René autrefois ont repoussé entre les pierres. Les violettes s'invitent au pied du vieux prunier. Et même la glycine que je croyais morte a donné une tige timide. Je prends ça comme un signe. Les choses qu'on croit perdues ne le sont pas toujours. Il suffit parfois d'un peu de lumière, d'un regard sincère, pour les faire renaître. Et puis, comme chaque dimanche, j'ai entendu le grincement du portail, le bruit du vélo contre le mur, et cette voix claire, familière. « Mamie, j'ai apporté un peu de lavande pour toi. » Héloïse est entrée, le sourire grand comme le ciel. Elle portait un bouquet noué d'un ruban de lin et une énergie tranquille qui réchauffait tout. Elle s'est approchée, apposa sa main sur mon épaule et dit doucement « Je suis venue remplir les chaises vides. » Je n'ai rien dit, j'ai simplement pris sa main dans la mienne. Dans ce geste, il y avait tout ce que les autres n'avaient pas su offrir. La présence, la sincérité, la patience, c'était suffisant. C'était tout. Alors à vous, qui m'écoutez peut-être dans le silence d'une cuisine, dans la chaleur d'un fauteuil, ou en marchant sous les arbres, je vous le dis comme je l'écrirai à moi-même. Votre histoire ne se termine pas avec l'oubli des autres. Elle continue chaque fois que vous choisissez la dignité, chaque fois que vous tracez une frontière entre ce que vous donnez et ce qu'on vous prend, chaque fois que vous reconnaissez votre propre valeur, même si personne ne la nomme, si vous avez été laissé de côté, ignoré, effacé. Sachez ceci, vous êtes encore là. Et tant que vous êtes là, vous pouvez toujours écrire la suite. Pas pour plaire, pas pour qu'on vous pardonne, mais pour vous tenir debout. Et si cette histoire a touché un recoin de votre cœur, n'hésitez pas à la partager. Commentez, racontez-moi votre propre chemin. Abonnez-vous pour d'autres récits comme celui-ci parce qu'ensemble, même dans le silence, nous ne sommes plus invisibles. Vidéo short. Désolée, mamie. On est tous un peu débordés. Ce message de groupe, pour mes 80 ans, a été le coup de grâce. Moi, Monique. Qu'un temps, j'avais dressé la table pour 8, préparé un festin. Personne n'est venu. J'ai élevé 3 enfants seuls, les mains dans la terre de mon atelier de poterie, sacrifiant tout pour eux. Mais ce jour-là, devant les chaises vides, j'ai compris. J'étais devenue une grand-mère qu'on honore par un emoji, mais qu'on invite plus à sa propre vie. J'ai repensé à toutes ces années de dons silencieux. Les études financées, les loyers payés, les virements pour les urgences. J'avais cru que donner sans compter était la preuve de mon amour. Mais j'étais devenue une ressource, une présence utile qu'on oublie de célébrer. L'amour que j'avais semé n'avait germé que dans l'indifférence. Mais ce jour-là, la femme qui subissait est morte. Je n'ai pas pleuré. J'ai agi. J'ai annulé les virements automatiques qui finançaient leur confort. J'ai contacté un notaire. Mon héritage n'irait plus à ceux qui m'avaient été effacés, mais à un fonds pour ma petite fille Héloïse, la seule qui m'ait envoyé un mot du cœur, la seule qui m'ait vraiment vue. Ce n'était pas une vengeance, mais une renaissance. J'ai appris que poser des limites, ce n'est pas rejeter, mais se choisir. Mon histoire n'est plus celle d'une mère oubliée, mais celle d'une femme qui a repris sa place. Dans le sourire d'Héloïse, j'ai retrouvé l'amour vrai, celui qui ne ment pas,
Celui qui ne coûte rien mais qui vaut tout.